En avril 1945, Benito Mussolini a été fusillé aux côtés de Clara Petacci. Sa mort a marqué la fin du fascisme en Italie. Mais après l'exécution, un vide immédiat s'est créé, le destin de ses enfants. La famille du dictateur avait vécu parmi les privilèges, tandis que le pays souffrait de guerre, de répression et de faim. Ils devenaient désormais les héritiers d'un nom associé à la défaite et à la violence. Les enfants de Mussolini ont été signalés par la société et surveillés par les nouvelles autorités. Certains ont été placés en état d'arrestation, d'autres ont été soumis à des interrogatoires et à des examens constants. La chute du régime n'a pas seulement effacé le pouvoir du père, elle a également entraîné toute la famille dans un destin incertain. Comment ont-ils survécu dans un pays qui rejetait le fascisme? Quel traitement ont-ils reçu des vainqueurs après la guerre? Comment ont-ils porté le nom Mussolini dans les années suivantes? Le 27 avril 1945, les forces alliées et les brigades partisanes avaient réduit le territoire contrôlé par la République sociale italienne à une bande de plus en plus étroite dans le nord du pays. Benito Mussolini, accompagné par Clara Petacci et un groupe de dignitaires fascistes, tentait d'atteindre la frontière suisse à travers la zone du lac de Côme. Le convoi se déplaçait par des routes secondaires, évitant les principales voies de communication qui étaient déjà tombées sous le contrôle des forces antifascistes. Dans la localité de Dongo, les partisans de la 52e brigade Garibaldi Luigi Clerici avaient établi un contrôle routier. Les combattants de la résistance vérifiaient systématiquement chaque véhicule qui tentait de se diriger vers la frontière, à la recherche de dignitaires du régime qui essayaient de s'échapper déguisés en soldats allemands ordinaires. Au cours de cette inspection routinière, l'un des partisans reconnut l'homme qui voyageait avec un manteau militaire allemand et un casque qui lui couvrait partiellement le visage. L'identité du prisonnier a été rapidement confirmée. Aux côtés de Mussolini voyageait Clara Petacci, dont la présence ne laissait aucun doute sur l'identité de l'homme qui tentait de passer inaperçu. Les partisans ont pris les deux en garde et les ont conduits dans différentes maisons de la région pendant les heures suivantes, tandis que le Comité de libération nationale de l'Italie du Nord délibérait sur la suite de la procédure. Les discussions dans le commandement partisan furent brèves mais décisives. Les chefs de la résistance avaient reçu des instructions claires. Les principaux responsables du régime fasciste ne devaient pas passer entre les mains des Alliés pour être jugés dans des tribunaux étrangers. L'exécution immédiate éliminerait toute possibilité que Mussolini devienne une figure politique lors d'un éventuel procès international. Walter Audisio, connu sous son nom de guerre colonel Valerio, reçut l'ordre d'exécuter la sentence dans l'après-midi du 28 avril. Le commandant partisan s'est rendu à Giulino di Mezzegra, dans la province de Côme, où les prisonniers étaient détenus sous la garde de la résistance locale. Dans la maison rurale de la famille de Maria, les partisans ont rassemblé Mussolini et Petacci devant un mur de pierre. Les versions ultérieures sur les derniers moments diffèrent dans les détails spécifiques. Certains combattants ont rappelé que Mussolini est resté silencieux. D'autres ont mentionné des mots finals, mais il n'existe pas de compte-rendu uniforme de ces dernières déclarations. Ce qui est documenté avec certitude, c'est qu'ils ont tous deux été exécutés par des tirs d'armes automatiques environ à 16h10 du 28 avril. Les corps ont été chargés immédiatement dans un véhicule militaire avec les restes d'autres dignitaires fascistes exécutés au cours de la même journée, Alessandro Pavolini et Achille Staras, parmi d'autres dirigeants du régime, ont partagé le même sort que leur leader. Le convoi est parti vers Milan suivant des ordres spécifiques du Comité de libération nationale. Le choix de Milan comme destination finale n'était pas accidentel. La métropole industrielle avait subi des bombardements intensifs pendant la guerre et avait été le théâtre de nombreux actes de répression fasciste. Plus spécifiquement, les organisateurs avaient choisi la Piazzale Loreto comme lieu d'exposition des corps. Cette place avait une signification particulière pour la résistance italienne. En août 1944, 15 partisans avaient été fusillés et pendus publiquement à Piazzale Loreto par ordre de la République sociale italienne. Cette exécution avait été conçue par les autorités fascistes comme un acte d'intimidation destiné à décourager les activités de la résistance. La place était ainsi devenue un symbole de la brutalité du régime et un lieu de mémoire pour les antifascistes milanais.
Le camion qui transportait les corps est entré à Milan durant les premières heures du 29 avril. Les restes ont été déchargés et déposés initialement sur le pavé de la place. La nouvelle de l'arrivée s'est rapidement répandue dans les quartiers environnants à travers les communications informelles entre voisins et connaissances. Pendant les premières heures de la matinée, de petits groupes de citoyens se sont approchés pour observer les corps. La foule a progressivement grandi jusqu'à remplir complètement l'esplanade. Les personnes présentes se sont approchées des cadavres, ont crié des slogans antifascistes, ont craché et frappé les corps avec des bâtons et des pierres. Les partisans chargés de maintenir l'ordre ont rencontré des difficultés pour contrôler l'intensité de la réaction populaire. Pour éviter que la foule continue à piétiner et à mutiler les cadavres, et en même temps garantir leur visibilité pour le nombre croissant de spectateurs, les organisateurs ont décidé de suspendre les corps à une structure métallique. La marquise d'une station-service de la société Standard Oil, située sur la même place, a fourni le support nécessaire. Les corps ont été suspendus la tête en bas et attachés avec des cordes. Cette disposition avait une signification symbolique délibérée. La méthode d'exposition publique reproduisait exactement la procédure que les forces fascistes avaient employée contre les partisans capturés. L'inversion des positions entre bourreaux et victimes était ainsi matériellement représentée sur la même place où avait eu lieu la répression précédente. La scène a immédiatement attiré l'attention des photographes et des journalistes, tant locaux qu'internationaux. Les images de Mussolini pendant aux côtés de Clara Petacci et des autres hiérarques ont été rapidement transmises par les agences de presse européennes et américaines. Les reportages photographiques ont documenté non seulement la mort du dictateur, mais aussi la participation massive de citoyens ordinaires à cet acte de règlement de comptes historique. Pendant les heures centrales de la journée, la place est restée complètement bondée. Des témoignages de l'époque estiment que plusieurs milliers de personnes sont passées par Piazzale Loreto entre le matin et l'après-midi du 29 avril. Le flot constant de visiteurs comprenait des travailleurs qui avaient abandonné leurs emplois, des ménagères avec leurs enfants, des personnes âgées qui se souvenaient des premières années du fascisme et des jeunes qui avaient grandi sous la dictature. Les rapports militaires alliés qui sont arrivés au bureau de renseignement en Suisse, en France et au Royaume-Uni ont enregistré que l'exhibition publique remplissait de multiples fonctions pour les organisateurs partisans. Elle démontrait leur capacité à rendre justice, procurait une satisfaction émotionnelle à leurs partisans et envoyait un avertissement clair à tout sympathisant fasciste qui pourrait conserver l'espoir de résistance. Le Comité de libération nationale avait réussi à contrôler complètement le processus d'élimination de Mussolini, affirmant la souveraineté italienne sur le destin de ses propres dirigeants politiques. Cette décision évitait la possibilité que le dictateur devienne un objet de négociation internationale ou une figure centrale d'un procès judiciaire qui aurait pu être politiquement incommode pour diverses parties. Pour les enfants de Mussolini, dispersés en Italie et en Europe, la nouvelle de l'exécution et de l'exposition ultérieure est arrivée par des voies désordonnées et fragmentaires. Il n'y a pas eu de communication officielle vers la famille dans les jours immédiats. Dans le chaos de l'effondrement final du régime, les rumeurs ont circulé avant toute confirmation documentaire. Eda Mussolini, qui était détenu en Suisse, a reçu dans un premier temps des informations contradictoires. Les sources alliées ont ensuite confirmé la mort de son père. Son accès limité aux journaux internationaux lui a permis de vérifier que les photographies publiées correspondaient effectivement à Benito Mussolini et Clara Petacci pendus sur la place milanaise. Vittorio Mussolini, qui restait caché dans le nord de l'Italie, a été informé de l'exécution par des contacts locaux qui avaient directement assisté aux événements à Milan. La confirmation visuelle lui est parvenue peu après grâce à des témoignages détaillés de personnes qui avaient été présentes à Piazzale Loreto pendant les heures d'exposition. Romano Mussolini, mineur d'âge en 1945, a été informé par sa mère Rachele Guidi après avoir reçu des nouvelles de voisins et de connaissances dans la région de Predappio. La famille avait été placée sous la surveillance des autorités locales, raison pour laquelle les nouvelles ont été confirmées officiellement quelques heures après les événements. Anna Maria Mussolini, la fille cadette, se trouvait avec sa mère lorsque les premières informations sont arrivées. Toutes deux ont été informées par des commentaires de la population locale, qui discutaient ouvertement des détails de l'exposition des corps.
La confirmation est arrivée ensuite par les partisans eux-mêmes, qui ont maintenu la famille sous garde préventive. La connaissance des circonstances exactes de la mort s'est complétée progressivement au cours des jours suivants, à mesure que la presse italienne et internationale diffusait des photographies et des descriptions détaillées. L'image de Piazzale et Loreto a été reproduite dans des journaux à grand tirage et a constitué la principale source pour que les descendants du dictateur comprennent l'ampleur de ce qui s'était passé. L'exposition publique de Mussolini a marqué la fin définitive du fascisme en tant que pouvoir politique en Italie, mais a également inauguré une période d'incertitude pour ceux qui portaient son nom de famille. Les 5 enfants du dictateur étaient exposés à un risque considérable dans un pays où la fureur antifasciste s'étendait à tout symbole du régime vaincu. Alors que le pays célébrait dans les rues et se défoulait sur la place de Loreto, dans 5 endroits différents, une autre histoire commençait à se former, celle de comment survivre en portant ce nom de famille. Entre les années de la Grande Guerre et le début de la Seconde Guerre mondiale, les enfants de Benito Mussolini ont grandi dans un environnement conçu pour refléter l'ascension et la consolidation du pouvoir fasciste en Italie. La Villa Torlonia, la résidence familiale à Rome, s'est transformée en un espace symbolique qui représentait à la fois le luxe d'une élite dirigeante et la projection publique d'une dynastie politique. Dans ce cadre, 5 jeunes ont reçu une éducation sélective et ont été modelés sous des attentes spécifiques, conçues comme des pièces visibles de la continuité du régime. La fille aînée, Eda Mussolini, née en 1910, a grandi dans un contexte qui lui a permis de défier les conventions sociales de son temps. Alors que la doctrine fasciste promouvait un modèle féminin centré sur la maternité et le soin du foyer, Eda s'est construit une image publique marquée par l'indépendance et l'audace. Sa formation était entre les mains de tuteurs privés qui lui ont permis d'acquérir la maîtrise des langues, de la littérature et du protocole social. Ce bagage lui a permis de se déplacer avec aisance dans les milieux diplomatiques et aristocratiques, circonstance qui est devenue décisive lorsqu'elle a commencé à accompagner son père lors d'actes officiels. La presse italienne et internationale la dépeignait en train de fumer lors des réceptions, de pratiquer des sports peu communs parmi les femmes de l'époque ou de s'habiller de manière considérée provocante. En 1930, son mariage avec Galeazzo Ciano, fils d'un amiral et diplomate de carrière, a consolidé un lien stratégique qui a renforcé la position des 2 familles au sein de l'appareil fasciste. La cérémonie à Livourne a été abondamment couverte par la presse, qui la présentait comme l'union idéale entre pouvoir politique et tradition diplomatique. À partir de ce moment, Eda a accompagné Ciano dans des missions qui l'ont mené de Chine à diverses capitales européennes. Pendant le séjour à Pékin, elle a adopté des coutumes locales qui ont renforcé sa réputation de femme cosmopolite. Les magazines étrangers la montraient comme une figure moderne, en contraste avec l'image rigide de la femme fasciste promue par la propagande officielle. À Rome, cette dualité était évidente. Tandis que le régime insistait sur le dévouement féminin au foyer, elle apparaissait dans des tournois sportifs, galas sociaux et festivals culturels, donnant son avis sur l'art et la politique internationale devant des correspondants étrangers. Vittorio Mussolini, né en 1916, fut le premier fils masculin et son parcours fut lié dès le début à l'aviation militaire. À 19 ans, il entra dans la Regia Aeronautica et participa à des opérations pendant la guerre d'Éthiopie. Bien que son rôle opérationnel ait été limité, la propagande amplifia sa figure. Les actualités de l'Istituto Lus diffusèrent des images de lui préparant des missions de bombardement et descendant d'aéronefs, le présentant comme un exemple de jeunesse engagée dans l'expansion impériale. En parallèle, Vittorio s'est engagé dans l'industrie cinématographique, surtout après l'inauguration de Cinecittà en 1937. Il a dirigé la revue Cinéma et a exercé des fonctions de supervision dans des productions liées à l'appareil culturel du régime. Ce rôle l'a rendu intermédiaire entre la bureaucratie fasciste et les cercles artistiques. Il a été surnommé le prince du cinéma fasciste, tant par sa condition de fils du dictateur que par son intérêt technique dans la création cinématographique. Ses écrits reflétèrent la ligne officielle sur l'esthétique et le contenu, mais ils témoignaient également d'une connaissance du milieu au-delà de la propagande. Bruno Mussolini, né en 1918,
partageait avec son frère aîné la passion pour l'aviation, bien que son profil fût différent. Il se spécialisait dans les vols expérimentaux et les records de vitesse. Dans les années 30, il participa à des compétitions aéronautiques qui attirèrent l'attention de la presse spécialisée. À la différence d'Eda ou Vittorio, Bruno se tenait à l'écart des controverses politiques et son image publique était associée au progrès technique et à l'innovation scientifique. Les photographies le montraient dans des cockpits d'appareils expérimentaux aux côtés d'ingénieurs et de mécanos. Sa figure représentait la dimension technologique du projet fasciste, un pays capable de rivaliser avec les puissances industrielles les plus développées. Les reportages insistaient sur la discipline, l'audace et la précision, traits que le régime promouvait comme idéaux de la jeunesse masculine. Romano Mussolini, né en 1927, a grandi lorsque le fascisme était déjà un système de gouvernement consolidé. Son enfance s'est déroulée entièrement à la Villa Torlonia, entouré de confort et sous une éducation privée. Dès son plus jeune âge, il a montré une inclinaison musicale, en particulier pour le piano. Son intérêt l'a amené à explorer des genres que les autorités culturelles du régime considéraient comme étrangers à l'esprit national. Le jazz, venant des États-Unis, était officiellement condamné comme une musique dégénérée, mais il a capté son attention. Romano l'a étudié en autodidacte grâce à des enregistrements importés qu'il obtenait par des voies informelles. Bien qu'il gardait un profil bas par rapport à ses frères aînés, il incarnait la dimension artistique de la famille, reflétant un domaine différent des aspirations officielles. La fille cadette, Anna Maria, est née en 1929 et a grandi sous le contrôle étroit de sa mère, Rachel Guidi. Contrairement à ses frères et sœurs, elle est restée pratiquement invisible pour la presse. Son enfance a été marquée par des études dans des écoles privées et des activités propres à son âge. La relation étroite avec sa mère l'a protégée de l'exposition publique. Elle représentait la dimension domestique de la famille, symbole d'innocence et de normalité au sein d'un foyer qui, en pratique, était le centre de la propagande d'État. Le régime fasciste utilisait la famille Mussolini comme représentation de son propre projet politique. Les actualités montrèrent des scènes soigneusement planifiées à la Villa Torlonia, le leader entouré de ses enfants, pratiquant des sports ou partageant des activités familiales. Chaque descendant jouait un rôle fonctionnel dans ce récit. Eda projetait la modernité et la connexion internationale. Vittorio combinait discipline militaire et culture cinématographique. Bruno représentait l'innovation technique dans l'aviation. Romano montrait le talent artistique. Anna Maria incarnait l'enfance protégée sous la figure maternelle. L'intention de la propagande était claire, présenter le fascisme comme un modèle de vie familiale intégrale et en même temps naturaliser la continuité du régime à travers le lignage du chef de l'État. La famille se transformait en vitrine politique destinée à exhiber discipline, modernité et stabilité. Les privilèges matériels de cet environnement étaient évidents. Les enfants du dictateur ont reçu la meilleure instruction privée disponible, ont voyagé à l'étranger, ont eu accès à des cercles culturels et diplomatiques, ont profité de résidences luxueuses avec un personnel de service complet et ont participé à des cérémonies de haut niveau. Villa Torlonia est devenue une scène protocolaire où les descendants de Mussolini agissaient comme hôtes lors de réceptions officielles, de rencontres avec des dignitaires et de célébrations du parti. Cette exposition précoce au pouvoir leur a enseigné des codes de conduite et des attentes sociales propres à un environnement dirigeant. La conception éducative combinait les matières traditionnelles avec une préparation spécifique au rôle dans l'appareil d'État. L'apprentissage des langues, le protocole diplomatique, les bases militaires et l'appréciation artistique faisaient partie d'un programme orienté à les projeter comme des représentants capables du régime. Ensemble, cette formation visait à construire une image de continuité dynastique. Pendant près de 3 décennies, les enfants de Mussolini ont vécu une existence marquée par le luxe et les attentes, sans contact direct avec les privations qui touchaient la majorité de la population italienne. Leur vie était déterminée par un projet politique qui les utilisait comme symbole et les maintenait dans un cercle privilégié. Mais à mesure que la guerre avançait et que le système commençait à montrer des signes d'usure, ce monde soigneusement construit faisait face à une transformation qui allait bientôt altérer complètement leur destin.
Le 24 juillet 1943, le Grand Conseil du fascisme s'est réuni au Palazzo del Littorio à Rome. La session s'est prolongée jusqu'à l'aube du jour suivant et a défini le destin politique de Benito Mussolini. Parmi les 21 conseillers présents se trouvait Galeazzo Ciano, ministre des Affaires étrangères et époux d'Edda Mussolini. La motion présentée par Dino Grandi proposait que le roi Victor Emmanuel III récupère le contrôle des forces armées, déplaçant de manière effective le DUS. Le vote s'est avéré favorable à la motion avec 19 voix pour et seulement 7 contre. Edda a suivi ces événements depuis la Villa Torlonia, en contact téléphonique avec son mari. Ciano était arrivé à la conclusion que l'Italie devait se distancier de l'Allemagne pour éviter une défaite totale. Sa décision ne répondait pas à un conflit personnel avec Mussolini, mais à une analyse politique soutenue par des rapports diplomatiques qui avertissaient de l'impossibilité de la victoire de l'Axe. Le 25 juillet, le roi convoqua Mussolini à Villa Savoia et lui annonça sa destitution, accompagnée d'un ordre d'arrestation immédiate. Pour Edda, fille du dictateur déposé et épouse d'un conseiller considéré comme traître par les partisans les plus loyaux, commençait une période de grande vulnérabilité. En septembre, l'occupation allemande du centre et du nord de l'Italie a complètement bouleversé le paysage. Hitler a ordonné le sauvetage de Mussolini de sa prison à Gran Sasso et l'a réinstallé comme chef de la République sociale italienne à Salo. La décision impliquait que ceux qui avaient voté contre lui seraient considérés comme responsables de trahison. Parmi eux se trouvait Ciano. En octobre, il a été arrêté et transféré à Vérone, où un tribunal spécial de la République sociale italienne se préparait à juger les membres du Conseil qui avaient soutenu la motion de Grandi. Edda a obtenu l'autorisation de rester près de son mari pendant les premiers mois de captivité, s'installant dans un hôtel sous surveillance stricte. Pendant ce temps, elle a tenté de persuader son père d'intercéder. Dans des lettres conservées dans des archives, elle faisait appel à la fois à des raisons familiales et à des arguments politiques, rappelant les possibles répercussions internationales de l'exécution d'un ancien ministre des Affaires étrangères. Mussolini a répondu par des évasions, indiquant que le processus devait suivre son cours. Le 8 janvier 1944, le tribunal de Vérone condamna à mort Ciano avec 4 autres accusés. 3 jours plus tard, il fut exécuté par fusillade. La décision scella la rupture définitive entre Edda et son père. À 33 ans, elle devenait veuve avec 3 enfants et avec le poids d'un nom de famille devenu un objectif de représailles. Pendant des années, Ciano avait écrit un journal détaillé dans lequel il consignait des conversations diplomatiques, des réunions avec des dirigeants allemands, des évaluations de la guerre et des discussions sur la politique étrangère. Conscient de sa valeur, il a confié les cahiers à Edda avant son transfert à Vérone. Elle les a cachés à différents endroits, comprenant qu'ils pouvaient devenir un instrument de négociation et, en même temps, une assurance de survie. Les journaux contenaient des informations qui compromettaient non seulement Mussolini et son entourage, mais aussi des dirigeants du Troisième Reich et des diplomates d'autres pays. La Gestapo a essayé de les localiser par des perquisitions et des pressions directes, mais elle n'a pas atteint son objectif. Edda, avec l'aide de connaissances et de contacts familiaux, a gardé les documents hors de leur portée. La possession de ces papiers augmentait le risque personnel, mais offrait également une forme de protection contre toute tentative de représailles. À la fin de 1944, il organisa sa fuite vers la Suisse. Il utilisa de faux documents et reçut l'assistance de guides qui connaissaient les passages clandestins dans la région alpine. Des réseaux de contrebande et de soutien clandestin lui facilitèrent la traversée. Il portait avec lui une partie des journaux, conscient qu'il pouvait servir de sauf-conduit en territoire étranger. Déjà en Suisse, il a pris contact avec des représentants des Alliés. Les fragments des journaux, remis comme preuve, confirmaient l'importance de l'information. Les services de renseignement britanniques et américains ont rapidement reconnu la valeur des documents pour comprendre les tensions internes de l'Axe et les décisions stratégiques de la guerre. Les autorités suisses se sont trouvées sous des pressions contradictoires. L'Allemagne a demandé son extradition, tandis que les Alliés cherchaient à la protéger comme source. Finalement, la Suisse a opté pour lui accorder l'asile temporaire dans le canton des Grisons.
Pendant les derniers mois de la guerre, elle y est restée sous surveillance, tandis que les journaux étaient évalués et circulaient de manière restreinte parmi les diplomates alliés. Avec la reddition allemande en mai 1945, la situation changea radicalement. L'Italie, maintenant sous un gouvernement provisoire, demanda sa reddition. L'utilité des journaux comme garantie perdit de sa pertinence. Edda fut renvoyé en détention et jugé pour collaboration avec le régime. Le procès a commencé en 1946. Les procureurs l'ont accusé d'avoir été partie active du régime fasciste en raison de sa position de privilège et de sa participation à la vie publique durant les années de gouvernement de son père. La défense a argumenté le contraire, présentant sa fuite avec les journaux comme un acte d'opposition et rappelant les tentatives de sauver Ciano comme preuve de sa distance par rapport au fascisme dans sa phase finale. Le tribunal a reconnu la complexité de sa situation, mais a déterminé que sa position au sein de la hiérarchie familiale du dictateur nécessitait une sanction exemplaire. Elle a été condamnée à 2 ans de confinement sur l'île de Lipari en Méditerranée. La peine, considérée comme légère par rapport à celle d'autres collaborateurs, avait un caractère symbolique, marquer une punition visible sans en arriver à une répression excessive. Pendant le confinement, il a maintenu une correspondance limitée avec des proches et des avocats. Les lettres conservées montrent que sa principale préoccupation était d'assurer un avenir stable à ses enfants. En 1947, après avoir purgé sa peine, il s'est installé à Rome. Ses conditions de vie avaient changé de manière drastique. La richesse et le prestige de la Villa Torlonia avaient disparu et sa situation économique était précaire. Le cercle social qu'il fréquentait avant la guerre n'existait plus. Les journaux de Ciano ont commencé à être publiés dans des éditions internationales dans les années suivantes. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, des volumes ont révélé des conversations privées entre Mussolini et Hitler, des évaluations critiques sur la capacité militaire allemande et des témoignages des tensions internes au sein du fascisme. Ces publications ont attiré l'attention mondiale, consolidant les journaux comme une source fondamentale pour l'historiographie de la guerre. Dans l'après-guerre, Edda a maintenu un profil discret. Dans les années 1950, elle a rédigé ses mémoires, qui n'ont été publiés qu'en 1975 sous le titre La Mia Verita. Elle y a relaté des épisodes de sa vie pendant le régime et la guerre, sans offrir une condamnation explicite des politiques de son père ni une revendication totale de son héritage. Le texte combinait souvenirs personnels et observations sur les décisions politiques qui avaient directement impacté sa famille. Au fil des années, Edda a vécu à Rome à l'écart de la sphère publique. Son nom est resté lié aux journaux de Ciano, considéré comme un document clé pour comprendre les divisions au sein du fascisme et la relation avec l'Allemagne nazie. Pendant ce temps, d'autres membres de la famille Mussolini cherchaient différentes stratégies pour affronter le poids du nom de famille. Vittorio Mussolini entra dans la Regia Aeronautica en 1935, lorsque l'Italie initiait son offensive contre l'Éthiopie. Il participa à des missions de bombardement destinées à affaiblir la résistance éthiopienne par des attaques sur des positions militaires et des concentrations de troupes. Les rapports opérationnels le mentionnent comme membre d'escadrille, perfectionnant des tactiques de soutien aérien qui seraient ensuite appliquées sur d'autres fronts de guerre. Les opérations faisaient partie d'une stratégie conçue pour briser la capacité de réponse de l'armée éthiopienne. Les avions italiens utilisaient des bombes conventionnelles, et, selon des documents ultérieurs, ils ont également utilisé des armes chimiques interdites par des traités internationaux. Vittorio a participé à des vols où ces méthodes ont été appliquées, bien qu'il n'ait pas eu de grade pour intervenir dans la planification stratégique. Dans ses écrits ultérieurs, il a relaté ses expériences d'un point de vue technique, décrivant les procédures de bombardement, les difficultés d'orientation dans des terrains inconnus et l'efficacité de différents types de munitions. Bien qu'il n'exerçait pas de fonction de commandement, la propagande fasciste le présentait comme un exemple d'engagement personnel de la famille Mussolini envers l'expansion impériale. La presse militaire publiait des articles et des images le montrant en uniforme de pilote aux côtés d'autres aviateurs.
Ces représentations consolidaient l'idée que la dynastie fasciste partageait directement les risques de la guerre coloniale. Avec la fin de la campagne en Éthiopie, Vittorio avait acquis de l'expérience de combat et des contacts précieux au sein de la structure militaire. Son accréditation comme pilote expérimenté lui offrait des opportunités dans les projets de modernisation aérienne et dans l'aviation civile. Cependant, sa trajectoire s'est rapidement orientée vers le domaine culturel, parallèlement à la consolidation de Cinecittà comme centre cinématographique du régime. En 1937, il a été nommé directeur de la revue Cinéma et a assumé des responsabilités dans la supervision des productions cinématographiques. Le fascisme concevait le cinéma comme un instrument fondamental de propagande et de divertissement, capable de diffuser des valeurs officielles parmi la population. Le rôle de Vittorio consistait à garantir que les projets respectaient les critères idéologiques établis. Sa fonction était principalement administrative et politique. Il agissait comme intermédiaire entre les cinéastes et la bureaucratie du régime. Les archives de Cinecittà conservent des procès-verbaux de réunions où il est intervenu dans des décisions relatives au scénario, à la distribution et au financement. Il manquait de formation spécifique en cinématographie, mais son nom de famille lui conférait de l'autorité. Certains réalisateurs l'ont décrit comme un médiateur efficace, conscient des limites imposées par la propagande et des besoins des professionnels du secteur. Cette combinaison l'a rendu visible en tant que figure du projet culturel fasciste, présenté comme un symbole de la jeunesse capable d'unir discipline militaire et sensibilité artistique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Vittorio alternait entre son rôle d'aviateur et ses responsabilités dans le domaine culturel. Cette dualité a été utilisée par la propagande comme exemple de la formation intégrale que le fascisme cherchait à inculquer à ses cadres dirigeants. Cependant, la défaite de 1943 l'a placé dans une position précaire. Après la chute du régime et l'occupation allemande, il est devenu une cible pour les partisans et les autorités alliées qui cherchaient les principaux représentants du fascisme. Vittorio a réussi à éviter la capture immédiate grâce à un réseau de contacts construit dans l'aviation et le cinéma. Il se déplaçait fréquemment entre les refuges du nord de l'Italie en utilisant de la documentation falsifiée et un soutien logistique fourni par des fidèles personnels. Ce réseau comprenait à la fois d'anciens fonctionnaires et des civils prêts à collaborer par lien d'amitié ou de convenance. Au cours des derniers mois de la guerre, il planifia sa fuite vers la Suisse et de là vers l'Argentine. Le gouvernement de Juan Domingo Perón avait ouvert les portes aux exilés européens, y compris les figures liées au régime vaincu. En 1946, Vittorio réussit à s'embarquer pour Buenos Aires par des routes clandestines reliant la Méditerranée à l'Amérique du Sud. Une fois en Argentine, il s'est intégré dans une communauté italienne nombreuse qui combinait des émigrés économiques de longue date avec des réfugiés politiques récents. Là qu'il a essayé de continuer son travail dans l'industrie culturelle, établissant des contacts avec des producteurs locaux et participant à des projets qui combinaient des capitaux argentins et italiens. Bien que son influence fût moindre que celle exercée à Cinecittà, il a réussi à maintenir une activité constante et un niveau de vie raisonnable. Dans ce contexte a également commencé son travail en tant qu'écrivain et propagandiste. Il a publié des textes dans des médias destinés à la communauté italienne dans lesquels il défendait la mémoire de son père et du régime fasciste. En 1946 est apparue Aviation de guerre en Éthiopie, œuvre dans laquelle il décrivait les opérations aériennes de la campagne africaine comme légitimes et nécessaires, omettant des références à l'emploi d'armes chimiques. Le livre détaillait des tactiques aériennes et présentait la conquête comme une mission civilisatrice. À cette publication ont suivi d'autres écrits de caractère autobiographique comme « Mon père le Duce », où il combinait souvenirs familiaux avec réflexion politique. La narration insistait à montrer Benito Mussolini comme un homme d'État visionnaire dont les erreurs avaient été d'ordre tactique plutôt que de principe. De cette façon, Vittorio cherchait à réhabiliter la figure paternelle dans un contexte international qui avait condamné ouvertement le fascisme. Pendant les années 50 et 60, avec un climat politique en Italie moins hostile envers les anciens fascistes, il décida de rentrer. Son retour coïncida avec la croissance du Movimento Sociale Italiano, parti qui regroupait des secteurs nostalgiques et nationalistes.
Vittorio devint un collaborateur fréquent de leurs activités, participant à des conférences, publications et actes commémoratifs. Dans ses interventions, il évitait les références directes aux crimes de guerre, insistant plutôt sur le fait que l'alliance avec l'Allemagne avait été une nécessité stratégique et non un choix idéologique. Les entretiens qu'il a accordés durant cette période confirmaient qu'il n'avait pas modifié ses convictions essentielles. Il soutenait que les erreurs du fascisme avaient été tactiques, mais que ses objectifs restaient valables dans le contexte italien de l'après-guerre. Cette position le différenciait d'autres membres de sa famille qui ont opté pour des attitudes plus discrètes ou critiques envers le régime. La continuité politique de la famille a été renforcée par la participation de ses enfants à la vie publique. Guido Mussolini est devenu eurodéputé défendant des positions nationalistes et traditionalistes, tandis que Vittorio Junior a intégré des organisations de jeunesse de droite. Ainsi, le nom de famille est resté lié à la politique italienne pendant plusieurs décennies, prolongeant l'influence symbolique de la dynastie. Dans ces dernières années, Vittorio a alterné l'écriture de mémoire avec sa participation à des événements organisés par des groupes nostalgiques. Jusqu'à sa mort en 1997, il a continué à défendre, de manière nuancée mais ferme, la légitimité du projet fasciste et l'héritage de son père. Bruno Mussolini a consacré sa vie à l'aviation à un moment où l'Italie cherchait à démontrer sa compétitivité technologique face aux principales puissances. Depuis le milieu des années 30, il s'était spécialisé dans les vols expérimentaux, une activité qui exigeait des compétences techniques peu communes et une volonté d'affronter des risques considérables. Sa tâche consistait à piloter des prototypes fabriqués par des entreprises comme Macchi, Fiat, Caproni et Piaggio, poussant ces aéronefs à leurs limites opérationnelles pour évaluer la vitesse, la maniabilité, la consommation de carburant et la stabilité dans des conditions adverses. Les essais se déroulaient sur des aérodromes militaires du centre et du nord de l'Italie, où Bruno travaillait en étroite collaboration avec des ingénieurs et des techniciens. Chaque vol générait des rapports détaillés avec des observations destinées à perfectionner la performance des modèles avant leur entrée en production. Ce travail le situait en première ligne du développement aéronautique, dans un pays qui aspirait à atteindre le niveau de ses rivaux européens en matière d'aviation militaire. La presse spécialisée suivait de près ses activités. Des articles dans des magazines et des reportages photographiques mettaient en avant les records de vitesse et d'altitude obtenus lors de ces essais, présentés comme une démonstration de la capacité industrielle italienne. Les images le montraient souriant aux côtés des mécaniciens et des concepteurs, renforçant l'idée que la jeunesse du régime était associée à l'innovation et au progrès. Contrairement à ses frères aînés, Bruno évitait la vie sociale et politique, se concentrant presque exclusivement sur des aspects techniques. Ses conversations habituelles étaient avec des ingénieurs et des constructeurs d'aéronefs plutôt qu'avec des diplomates ou des fonctionnaires du parti. Cette inclination lui conférait un profil singulier au sein de la famille Mussolini, lié directement au monde de la technologie et de la recherche. Le 7 août 1941 s'est produit l'accident qui a interrompu sa carrière. Ce jour-là, il pilotait un bombardier Piaggio P-108B, le projet le plus ambitieux de l'aviation italienne, conçu pour rivaliser avec les grands bombardiers à long rayon d'action développés aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Allemagne. Après le décollage depuis la base de Pise, l'équipage a signalé des pannes dans le système de contrôle. Bruno a tenté d'appliquer des procédures d'urgence tout en maintenant la communication avec le sol, mais l'aéronef a perdu de la stabilité après quelques minutes. L'appareil s'est écrasé près de San Giusto, causant la mort de tous les membres d'équipage. L'enquête ultérieure a indiqué des défauts dans le système hydraulique comme cause probable de l'accident. Les funérailles de Bruno ont été célébrées à Rome comme un acte d'État. La cérémonie, présidée par Benito Mussolini, a eu lieu dans l'église de Santa Maria degli Angeli. Le cercueil, couvert du drapeau national, a été escorté par des aviateurs en uniforme de gala. La propagande a transformé la tragédie en exemple du sacrifice de la jeunesse italienne pour le progrès technique et la grandeur de la patrie. L'Istituto Lus a diffusé des documentaires qui exaltaient son travail en tant que pilote d'essai, intégrant sa figure dans le panthéon des héros fascistes.
Au cours des 2 années suivantes, jusqu'à la chute du régime en 1943, la mémoire de Bruno a été utilisée dans des campagnes d'exaltation patriotique. Des écoles, unités militaires et aérodromes ont reçu son nom en hommage. Sa mort prématurée offrait au régime la possibilité de présenter un modèle idéalisé de dévouement et de discipline, à un moment où la guerre commençait à montrer des signes d'usure pour l'Italie. Alors que la trajectoire de Bruno a été interrompue en pleine ascension, la vie de Romano Mussolini a suivi un chemin radicalement différent. Né en 1927, il a grandi sous la protection de la Villa Torlonia et dès son jeune âge, il a montré une inclination pour la musique. Il a étudié le piano avec des professeurs particuliers et a développé un intérêt particulier pour le jazz, un genre que le régime regardait avec méfiance, le jugeant étranger à la tradition nationale. Malgré les restrictions culturelles, Romano a eu accès à des enregistrements d'artistes américains grâce à des contacts diplomatiques et familiaux. Pendant les années de guerre, il a continué à perfectionner sa technique dans un contexte de relâchement culturel forcé par les priorités militaires. Après la libération de l'Italie en 1945, il a été brièvement détenu avec sa mère et sa sœur cadette et transféré sur l'île d'Ischia. Sa jeunesse et l'absence de lien direct avec la structure du régime ont facilité sa libération après quelques mois. À la différence de ses frères, Romano ne faisait face à aucune accusation judiciaire. Il a alors décidé de transformer sa passion en profession. Il a commencé à jouer dans des clubs nocturnes de Rome et d'autres villes, interprétant un répertoire classique de jazz ainsi que des adaptations de musique italienne. Son talent de pianiste a été reconnu par des musiciens et des critiques, et il s'est rapidement imposé dans le circuit national. Dans les années 50, il a formé le groupe Romano Mussolini All Stars, qui a atteint la notoriété sur la scène européenne. Avec ce groupe, il a réalisé des enregistrements pour des labels italiens et participé à des festivals internationaux. Son style combinait discipline classique et improvisation, ce qui l'a rendu l'une des principales références du jazz en Italie. Bien que les médias ne puissent ignorer son nom de famille, Romano insistait pour se présenter uniquement comme musicien, évitant les déclarations sur la politique ou l'histoire familiale. La décennie des années 60 a marqué un nouveau tournant dans sa vie. En 1962, il s'est marié avec Maria Cicolone, sœur de Sophia Loren, ce qui a attiré une grande attention médiatique. L'union, largement couverte par la presse, mélangeait 2 noms de famille chargés de résonance publique, l'un associé au spectacle et l'autre au régime fasciste. Le mariage a donné naissance à 2 filles, dont Alessandra Mussolini, qui allait plus tard rejoindre la vie politique italienne. Romano a toujours gardé son attention sur la musique. Ses tournées l'ont mené sur des scènes européennes et américaines, où son répertoire incluait autant des standards de jazz que ses propres compositions. Ces dernières fusionnaient mélodies italiennes traditionnelles avec des arrangements de style américain, une synthèse qui consolidait son prestige dans les cercles spécialisés. Des critiques internationaux l'ont reconnu comme interprète solide et créateur d'un style personnel dans le jazz européen. Au cours de 3 décennies, il a enregistré plusieurs albums qui documentent son évolution artistique. Pendant cette période, il a maintenu un profil bas sur le plan politique, même lorsque des journalistes et des biographes tentaient de le lier à des débats sur la mémoire du fascisme. Sa réponse constante était de renvoyer toute conversation à son travail musical. Romano est mort en 2006. Ses nécrologies se souviennent de lui comme l'un des principaux promoteurs du jazz en Italie, soulignant la construction d'une identité professionnelle indépendante du poids de son nom de famille. Musiciens et critiques l'ont salué comme une figure clé de l'introduction du jazz dans la culture italienne d'après-guerre. Anna Maria Mussolini avait 15 ans lorsque la guerre en Italie est arrivée à sa conclusion en mai 1945. Pendant les derniers mois, elle était restée avec sa mère, Rachel Guidi, dans la région du lac de Côme, loin de Rome et des bombardements intenses qui avaient précédé l'effondrement du régime. Son enfance privilégiée à la Villa Torlonia était définitivement révolue, remplacée par un environnement d'incertitude marqué par l'effondrement de l'État fasciste. L'arrestation d'Anna Maria et de sa mère a eu lieu peu après la confirmation de l'exécution de Benito Mussolini à Piazzale Loreto.
Les forces partisanes appliquaient des directives qui ordonnaient l'arrestation préventive des proches parents du dictateur, tant pour garantir la sécurité des détenus eux-mêmes que pour empêcher qu'ils ne deviennent des foyers d'agitation politique. L'inclusion d'Anna Maria dans cette mesure, malgré son âge et l'absence de participation aux activités du régime, reflétait la rigidité des décisions prises dans ce contexte. Le transfert vers l'île d'Ischia a été effectué sur des embarcations militaires parties de ports de la mer Tyrrhénienne. L'opération reflétait le désordre administratif de la transition. Improvisation logistique, faible coordination entre les autorités locales et absence de protocole défini pour le traitement des familles des dirigeants fascistes. Ischia offrait un environnement adéquat pour le confinement, isolement géographique, contrôle simple de la population locale et une infrastructure suffisante pour accueillir les détenus sans provoquer de tensions sur le continent. Sur l'île, Anna Maria et sa mère furent installées dans une résidence sous surveillance. Les conditions de vie étaient modestes, mais stables. Elles avaient logement et alimentation assurés, bien que leurs mouvements et la communication avec l'extérieur fussent sévèrement restreints. La correspondance était soumise à censure, les visites étaient interdites et les routines quotidiennes étaient réglementées de manière stricte. L'objectif était de neutraliser toute tentative de les transformer en symboles de résistance ou de nostalgie fasciste. Pendant le confinement, Anna Maria a terminé son éducation de base avec des tuteurs assignés par les autorités. Le contraste avec les ressources disponibles à Villa Torlonia était évident. Matériel limité, absence d'activités culturelles complémentaires et isolement des camarades du même âge. Le processus éducatif était davantage un exercice de discipline et d'occupation du temps qu'une formation intégrale. Le lien avec sa mère s'est intensifié au cours de ces années. La cohabitation forcée dans des conditions d'enfermement a renforcé l'autorité de Rachele, qui a assumé la tâche de maintenir une certaine normalité domestique dans un contexte extraordinaire. Les rapports administratifs conservés dans les archives d'État indiquent qu'Anna Maria a toujours maintenu une conduite qualifiée de coopérative, sans incident d'indiscipline ni tentative d'évasion. En 1948, avec la stabilisation du nouveau système démocratique et sous la pression des puissances alliées, les cas des familles et des dirigeants fascistes ont été réexaminés. Anna Maria et Rachel ont obtenu leur libération. À 19 ans, Anna Maria retournait à Rome et se confrontait à une société transformée. La monarchie avait été abolie, la République instaurée et la vie urbaine étaient marquées par des influences culturelles étrangères, notamment américaines. Un an plus tard, elle épousa Giuseppe Negri, un journaliste lié aux médias télévisuels émergents. Le mariage fut célébré sans publicité, en contraste marqué avec les cérémonies officielles qui avaient accompagné la vie de ses frères aînés durant les années du régime. L'adoption du nom de famille Negri représentait plus qu'une simple coutume matrimoniale. C'était une stratégie consciente pour effacer les associations directes avec le nom de famille Mussolini. Ce changement lui permettait de se mouvoir dans la vie sociale et professionnelle sans éveiller de réactions immédiates. Grâce aux connexions de son mari dans le monde de la communication, Anna Maria a commencé à collaborer à des programmes de radio dédiés à la musique légère et au divertissement. Son travail est resté toujours en arrière-plan, sans besoin d'exposition publique. Elle a participé à des productions destinées aux audiences domestiques, comme les espaces pour les femmes au foyer ou les émissions culturelles de faible envergure. Cette activité lui a permis de maintenir une vie professionnelle modeste, tout en préservant son anonymat. La vie familiale d'Anna Maria a suivi des schémas conventionnels. Elle a eu 2 filles à qui elle a cherché à donner une éducation privée, évitant que leur origine familiale ne devienne un sujet de conversation dans les milieux scolaires. Sa stratégie consistait à construire une identité complètement détachée du passé politique, renforçant la discrétion dans toutes les sphères. Pendant les décennies de l'après-guerre, sa présence publique était presque inexistante. Les rares mentions dans la presse étaient limitées à des références dans les pages de société, toujours comme épouse de Giuseppe Negri et jamais comme fille de Mussolini. À mesure que l'Italie entrait dans la période de croissance économique des années 60, Anna Maria avait consolidé cette nouvelle identité, intégrée dans la normalité de la classe moyenne urbaine. La décision de garder le silence sur son passé s'est prolongée pendant plus de 5 décennies.
Elle a refusé les demandes d'interview, les offres de publication de mémoires et les invitations à participer à des documentaires historiques. Sa politique de silence était absolue. Éliminer tout capital symbolique associé au nom Mussolini. De cette manière, elle a évité à la fois de revendiquer et de critiquer explicitement le régime, choisissant l'invisibilité comme seule forme de stabilité. En 2004, il a surpris avec la publication du livre « Mio Padre il Duce ». Après un demi-siècle de silence, l'œuvre révélait des aspects intimes de la vie familiale à Villa Torlonia, présentés comme des souvenirs personnels d'enfance. Le texte ne contenait ni analyse politique ni révisions historiques, se limitant à décrire des scènes domestiques et des traits de caractère du père dans le cadre privé. L'intention explicite était de laisser un témoignage d'expérience personnelle, non d'intervenir dans les débats sur le fascisme. La publication a provoqué des réactions diverses dans la presse italienne. Certains critiques l'ont considéré comme une tentative tardive d'humaniser la figure de Mussolini, tandis que d'autres l'ont apprécié uniquement comme un témoignage privé sans pertinence pour l'historiographie. En tout cas, l'œuvre a ramené pour un moment Anna Maria dans la sphère publique, après des décennies d'anonymat. Il est décédé en 2014, après une vie marquée par le choix conscient de disparaître de la scène politique et médiatique. Il avait réussi à construire une existence conventionnelle, éloignée de la notoriété qui avait défini ses frères et de la propagande qui avait entouré son enfance. Sa stratégie de silence et de réinvention identitaire s'est avérée réussie pour maintenir sa famille dans une sphère de normalité sociale. Alessandra Mussolini est née en 1962 comme fille de Romano Mussolini et Maria Ciccolone. Son enfance s'est déroulée dans un environnement culturellement sophistiqué, marqué par la musique de son père et par les liens artistiques de sa mère avec le monde du spectacle italien. Il n'existait alors aucun lien direct avec la politique, bien que le nom de famille conditionna inévitablement la perception publique de tout membre de la famille. Au cours de la décennie des années 70, il a commencé une carrière liée au divertissement. Il a participé à des productions cinématographiques italiennes à petit budget et à des émissions de télévision destinées à combiner des figures émergentes avec des noms de familles connus. En 1982, il a enregistré un album musical intitulé Amore, de style pop commercial. Bien qu'il n'ait pas eu de succès significatif en Italie, il a obtenu une acceptation inattendue au Japon, où il est devenu un phénomène culte. La transition vers la politique s'est produite en 1992. Alessandra s'est présentée comme candidate du Movimento Social Italiano dans la circonscription de Naples. Son incorporation au MSI, héritier direct de la tradition néofasciste, a attiré l'attention médiatique par l'association entre son patronyme et la politique active. Dans les débats de campagne, elle a défendu la mémoire de son grand-père, affirmant que le fascisme avait apporté la stabilité dans une Italie dépourvue de cohésion. Ces déclarations contrastaient avec le consensus démocratique majoritaire qui condamnait de manière explicite le régime. Sous la direction de Gianfranco Fini, le MSI a évolué vers Alleanza Nazionale dans une tentative d'obtenir respectabilité au sein du cadre démocratique. Ce virage a généré des tensions avec Alessandra, qui soutenait des positions de revendication historique plus ouvertes. En 2003, la divergence s'est transformée en rupture. Elle a alors fondé Azione Sociale, une formation politique à profil nationaliste qui a maintenu des liens avec des organisations européennes d'extrême droite. L'alliance avec Silvio Berlusconi a élargi ses marges de manœuvre. Élue députée européenne en 2004, Alessandra a participé à des débats à Strasbourg sur l'immigration, les politiques familiales et les valeurs culturelles. Ces interventions reflétaient une approche conservatrice centrée sur la défense des modèles traditionnels. Durant cette période, elle a été au centre d'épisodes qui ont renforcé sa notoriété publique, comme l'affrontement télévisé en 2006 avec Vladimiro Luxuria, première parlementaire transgenre italienne, où elle a émis des déclarations interprétées comme homophobes. L'incident a attiré les protestations d'organisations de défense des droits de l'homme et a consolidé son profil médiatique. Au cours des années suivantes, elle a alterné entre le Parlement européen et le Sénat italien. Ses positions ont conservé un caractère conservateur jusqu'à ce qu'en 2019,
Elle commence à exprimer des opinions progressistes en matière d'égalité des genres et de droits de la communauté LGBTQ. Elle-même a attribué ce changement à des conversations avec ses enfants, qui lui ont transmis de nouvelles perspectives générationnelles. Ses critiques publiques des politiques du gouvernement de Giorgia Meloni en matière de famille non traditionnelle et de diversité sexuelle ont marqué un éloignement définitif des secteurs d'extrême droite qui avaient constitué sa base initiale. La figure de Rachele Mussolini, née en 1975 comme fille de Romano et de sa deuxième épouse, représente une stratégie différente. Elle a centré son activité politique sur l'administration locale de Rome. Son entrée au conseil municipal en tant que conseillère a reflété une approche orientée vers la gestion pratique plutôt que vers la revendication idéologique. Ses responsabilités municipales incluaient des services urbains, des transports publics et des programmes sociaux. Les rapports de la mairie l'enregistrent comme participante dans des commissions techniques destinées à superviser des projets d'infrastructure. Liée à Fratelli d'Italia, sous la direction de Giorgia Meloni, Rachel s'est maintenue dans un profil technique qui évitait les références directes au fascisme historique. Le nom de famille attirait une attention médiatique inévitable, mais sa stratégie consistait à se concentrer sur des résultats administratifs tangibles. Lors des élections successives, elle a augmenté son capital de voix, consolidant une base de soutien dans les quartiers romains où Fratelli d'Italia maintenait une présence organisée. Des études électorales ont indiqué qu'une partie de ce soutien provenait de secteurs nostalgiques de leaders forts, tandis qu'un autre secteur appréciait son travail au niveau local. La troisième génération de descendants politiques comprend Caio Giulio Cesare Mussolini, né à Buenos Aires en 1968 et élevé au Venezuela avant de s'installer en Italie. Il a fait partie de la marine en tant qu'officier de sous-marin et a participé à des opérations de l'OTAN en Méditerranée. Après son service actif, il a intégré le secteur privé en travaillant chez Finmeccanica, une entreprise liée à la technologie de défense avec des opérations au Moyen-Orient. Son début politique a eu lieu en 2019 en tant que candidat au Parlement européen pour Fratelli d'Italia. La campagne a mis en avant son expérience militaire et entrepreneuriale comme référence pour représenter l'Italie à Bruxelles. Bien qu'il n'ait pas obtenu de siège, il a suscité l'intérêt médiatique par son nom de famille et par l'association explicite avec une tradition familiale chargée de symbolisme historique. Dans des déclarations publiques, il a insisté sur des concepts de fierté nationale et de souveraineté, évitant des références directes au fascisme. La persistance des descendants Mussolini dans la politique italienne suscite des débats sur la mémoire historique et la légitimité démocratique. La loi Scelba de 1952 et la loi Mancino de 1993 interdisent l'apologie du fascisme, bien que leur application ait fait l'objet d'interprétations divergentes dans des cas de membres de la famille participant à la vie politique. Le village de Predappio, lieu de naissance de Benito Mussolini, continue de recevoir des milliers de visiteurs annuels qui se rendent à son mausolée. Ce phénomène de tourisme historique alimente des controverses entre ceux qui l'interprètent comme un exercice de mémoire et ceux qui le considèrent comme une célébration déguisée du fascisme. Les tentatives de réguler la vente d'objets avec symbolique fasciste ont eu des résultats limités et le commerce de souvenirs continue d'exister. Au Parlement, les interventions des descendants Mussolini suscitent des réactions immédiates. Pour certains secteurs conservateurs, elles représentent une continuité avec les traditions nationalistes. Pour les forces démocratiques, elles constituent des rappels gênants d'un passé autoritaire. L'opinion publique reflète la même division. Des enquêtes montrent qu'une partie de la citoyenneté considère légitime la participation politique des descendants, tandis qu'une autre partie la perçoit comme incompatible avec les valeurs démocratiques. L'analyse électorale confirme que le nom de famille conserve un attrait dans des segments spécifiques, notamment dans les régions où persiste une mémoire favorable envers les leaderships autoritaires. En même temps, il provoque un rejet automatique dans les secteurs urbains et parmi les jeunes électeurs qui identifient le fascisme à la répression et à la guerre.